On pourrait croire que certains avions ne sont que des machines, des assemblages de métal, de câbles et de carburant, conçus pour relier deux points sur une carte. Mais parfois, certains appareils deviennent autre chose, des symboles, des outils d'influence, et dans certains cas, des éléments presque troublants, au croisement entre aviation, stratégie et image publique. Dans cette histoire, il ne s'agit pas d'une disparition mystérieuse au sens classique, pas de boîte noire introuvable, pas de radar qui s'éteint soudainement. Et pourtant, il y a bien une forme d'énigme, une question sous-jacente. Jusqu'où peut-on transformer un avion pour qu'il devienne autre chose qu'un simple moyen de transport? Tout commence dans une période où l'aviation commerciale est en pleine mutation. Les années 80. Le trafic aérien explose, les compagnies se livrent une concurrence féroce et certains acteurs extérieurs commencent à s'y intéresser, pas forcément pour les mêmes raisons que les autres. À ce moment-là, un homme d'affaires américain décide d'entrer dans cet univers, non pas comme un simple client fortuné, mais comme un joueur à part entière. Son idée n'est pas seulement de voler, c'est de contrôler l'expérience du vol. Et pour ça, il commence par acquérir un appareil qui, à première vue, n'a rien d'un jet privé. Un avion conçu pour transporter des dizaines, voire des centaines de passagers. Un triréacteur robuste, pensé pour des opérations commerciales intensives. Mais ici, tout change. L'intérieur est entièrement vidé. Les rangées de sièges disparaissent. À la place, on installe des espaces de vie, des salons, des zones de repos, des équipements qui n'ont normalement rien à faire dans un avion de ligne classique. L'appareil devient une sorte de résidence aérienne. Ce type de transformation n'est pas anodin. Modifier un avion de cette taille implique des contraintes techniques importantes. Répartition des masses, certification, sécurité incendie, systèmes électriques. Tout doit être recalculé. Ce n'est pas juste du luxe, c'est de l'ingénierie lourde. Et pourtant, à l'époque, ce genre de projet fascine. Mais ce n'est que la première étape, car rapidement, l'ambition dépasse le simple cadre personnel. L'idée devient plus large. Créer une expérience aérienne différente, presque exclusive, une compagnie à part, avec une identité forte, visible, assumée. Des avions repeints, des intérieurs retravaillés, une promesse implicite, voler autrement. Sauf que dans l'aviation, l'image ne suffit jamais. Très vite, des tensions apparaissent. Le marché est instable, les coûts explosent, et surtout, un facteur extérieur vient tout bouleverser, le prix du carburant. À chaque crise internationale, le kérosène devient plus cher. Et dans ce secteur, quelques centimes de plus par litre peuvent suffire à déséquilibrer toute une stratégie. Résultat, les pertes s'accumulent. Et là, un phénomène intéressant se produit. Car lorsqu'une compagnie aérienne est en difficulté, ce n'est pas seulement un problème financier, cela devient une question de sécurité perçue. Les passagers commencent à douter, les concurrents observent, les médias s'en mêlent. Dans ce contexte, la moindre anomalie technique prend une dimension disproportionnée. Un incident au sol, une panne lors de l'atterrissage. Rien de dramatique en soi, mais suffisamment visible pour alimenter un doute. Et dans l'aviation, le doute est dangereux, car la confiance est la base de tout. Sans elle, même un avion parfaitement opérationnel peut se retrouver cloué au sol, faute de passagers. Finalement, l'aventure s'arrête, relativement rapidement à l'échelle de l'industrie, mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, on retrouve un autre appareil, plus moderne, plus performant, mais surtout plus emblématique. Cette fois, on change de catégorie. On passe sur un avion capable de traverser des océans, conçu pour transporter des centaines de personnes, mais qui encore une fois sera profondément modifié. Pourquoi utiliser un avion aussi grand pour un usage privé? La réponse tient en deux mots, autonomie et visibilité. Un appareil de cette taille permet de parcourir de longues distances sans escale. Mais il a aussi une autre particularité. Il ne passe pas inaperçu. Sur un tarmac, un avion comme celui-ci attire immédiatement l'attention. Et lorsque son apparence est travaillée, pour être reconnaissable, il devient presque un outil de communication.
Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Car ici encore, tout est repensé. Les matériaux, les aménagements, la configuration, tout est optimisé pour créer un environnement qui n'a plus grand-chose à voir avec un avion classique. On parle de chambres privées, d'espaces de réunion, de systèmes de divertissement avancés, une sorte de bureau volant, capable de fonctionner en autonomie pendant des heures. Mais derrière cette transformation, il y a une réalité technique souvent oubliée. Chaque modification doit être certifiée. Chaque élément ajouté doit respecter des normes strictes, résistance aux turbulences, évacuation d'urgence, alimentation électrique redondante. Un avion modifié reste un avion, et les règles ne disparaissent jamais. Puis vient une nouvelle phase. L'utilisation de cet appareil ne se limite plus au transport personnel. Il devient un outil stratégique, déplacement rapide, multiplication des escales, optimisation du temps. Dans certaines périodes, les vols s'enchaînent à un rythme impressionnant, parfois plusieurs en une seule journée. Et là encore, une question se pose. Jusqu'où peut-on pousser un avion sans compromettre sa maintenance? Car chaque vol génère de l'usure. Chaque cycle de décollage et d'atterrissage impose des contraintes mécaniques. Et même avec une maintenance rigoureuse, le facteur humain reste présent. Dans ce type d'opération intense, la logistique devient critique. Planification des inspections, disponibilité des pièces, coordination des équipes techniques, tout doit fonctionner parfaitement. Sinon, le moindre retard peut avoir des conséquences en cascade. Mais ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est son lien indirect avec un autre type d'appareil. Les avions d'État. Ces machines ne sont pas seulement conçues pour transporter un dirigeant. Elles sont pensées comme des centres de commandement mobiles, systèmes de communication sécurisés, protections avancées, autonomie extrême. On parle parfois de véritables bunkers volants. Et lorsque des projets de renouvellement apparaissent, ils s'accompagnent souvent de retards, de surcoûts et de débats. Pourquoi? Parce que concevoir un avion de ce type est un défi colossal. Il ne s'agit pas seulement de modifier un appareil existant. Il faut intégrer des technologies sensibles, répondre à des exigences militaires et garantir un niveau de fiabilité absolu. Chaque détail compte. Et parfois, des solutions alternatives émergent. Des propositions inattendues, des options qui, sur le papier, semblent simples, mais qui en réalité soulèvent encore plus de questions. Peut-on vraiment transformer rapidement un avion existant en appareil stratégique? Est-ce une économie ou une illusion? Car derrière chaque modification se cache une complexité invisible. Systèmes électroniques à sécuriser, matériaux à adapter, protocoles à valider. Et surtout, une contrainte majeure, la confidentialité. Tous les intervenants doivent être habilités. Chaque étape est contrôlée, ce qui limite considérablement les possibilités. Alors pourquoi envisager ces alternatives? Certains y voient une stratégie, une manière de créer une pression sur les industriels, d'accélérer des projets qui prennent du retard. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'opportunités saisies au passage. La vérité, comme souvent, est probablement plus nuancée. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette histoire, les avions ne sont jamais de simples avions. Ils deviennent des outils d'influence, des symboles, parfois même des leviers politiques. Et c'est là que réside le véritable mystère. Pas dans une disparition inexpliquée, mais dans la transformation progressive d'un objet technique en instrument de pouvoir. Car au final, une question demeure. Quand un avion est autant modifié, utilisé, exposé, est-ce qu'il reste encore un avion au sens traditionnel du terme? Ou devient-il autre chose? Une extension de celui qui l'utilise? Un message? Une signature dans le ciel? Et peut-être, dans certains cas, un élément stratégique dont toutes les implications ne sont pas toujours visibles depuis le sol.